donc d'Abidjan et puis minuit 33 du côté donc de Paris. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons donc passer dans quelques petites minutes afin de vous entretenir puis ensemble échanger un tout petit peu puis voir les perspectives. Alors, je n'avais pas prévu faire une émission, mais je reste tellement reçu donc de messages, de coups de fil de beaucoup de personnes un peu découragées qui se lamentent, qui se posent donc des questions en ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, je leur dis, écoute, hein, nous sommes dans une situation, vous savez, nous sommes en politique, surtout en politique en Afrique, hein. Il y a toujours des hauts et des bas, et il faut toujours savoir raison garder. Parce que c'est tout qu'on fait. Là, moi, là, le message que j'ai toujours enseigné à ma fille, hein, quand elle a un problème, elle m'appelle en train donc de pleurer, vous comprenez? Je lui dis bien, ce qui est déjà passé, passé, n'est-ce pas? Elle dit oui. J'ai dit la seule chose que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'on fait? Contrôlons et trouvons donc des solutions. Avant de nous focaliser un peu sur autre chose, trouvons donc solutions. Parce qu'il n'y a pas un problème sans solution. Donc on se focalise donc sur les solutions. Et une fois qu'on trouve des solutions au problème, on aura le temps maintenant de revenir en arrière pour essayer donc de faire un petit bilan, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc pour l'heure, focalisons-nous sur la solution. C'est arrivé, il y a eu le braquage, ce que nous avons craint depuis longtemps. Le braquage est là, on fait quoi en ce moment? Puisqu'il y a un braquage, on fait quoi? Ils sont en train de braquer notre maison, on fait quoi? Nous n'avons pas réussi à empêcher le braquage. On fait quoi après? On peut alerter donc la police, on peut chercher à faire ceci, on peut chercher à faire cela pour trouver, pour pouvoir retrouver les objets volés et mettre en prison le braqueur. Donc c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ne nous décourageons pas. Ils sont au pouvoir, ils ont tous les pouvoirs, comme le dit Afin Guessan. Afin Guessan a toujours été clair. Vous savez, j'ai introduit plusieurs fois Afin Guessan. Il me dit, écoute, quand tu es au pouvoir, tu as tous les pouvoirs en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Quand tu es au pouvoir, tu as tous les pouvoirs. Dès lors, tu peux te permettre donc de faire ce que tu veux. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et M. Ouattara l'a tellement bien compris et il exerce au stand stricto sensu. Il a le pouvoir et il exerce. Parce qu'en face de lui, il n'y a pas des gens qui vont dire à M. Ouattara qu'il est en train donc de tuer la population donc, du Sud. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a fait croire au monde entier que l'Ivoirien était tellement xénophobe, il était tellement ethno qu'il ne veut même pas voir un musulman au pouvoir, qu'on ne veut pas voir un homme du Nord au pouvoir. Il a enflammé donc le monde entier, vous avez. Quand je le vois, je le regarde, vous comprenez. Ladies and gentlemen, nous sommes en une émission live et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je ne veux pas tellement être tellement euh, dur afin que nous puissions avoir des problèmes pour qu'on puisse se disconnecter un peu parce que c'est ce que nous sommes subis, c'est ce que nous subissons ces temps-ci là, hein. Pratiquement tout ce que nous faisons, ils nous ont attaqués, hein, et puis électroniquement, nos sites déjà même attaqués, c'est fermés, voilà. Donc c'est la bataille de la communication, on ne va pas pleurer pour ça. Voilà. On ne va pas pleurer et nous allons focus sur la solution. Donc, c'est que ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous nous suivez, vous écoutez en ce moment, peut-être que vous n'arrivez pas à dormir, vous n'avez pas encore digéré ce qui est en train de se passer. Non, c'est arrivé, on fait comment? On fait quoi maintenant? Je le dis, c'est maintenant que la vraie bataille doit commencer, cher ami. C'est maintenant. Maintenant, là. Il faut une résistance. Vous comprenez? Une résistance et la résilience. Vous comprenez? Il faudrait qu'on montre à ces personnes-là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que ce qui est en train d'être fait là, ce n'est pas une démocratie. C'est l'hégémonie de la nation du Nord sur la nation du Sud. Tant qu'ils seront là, il n'y aura pas des élections libres et transparentes. Ils ne le feront pas. Parce qu'à chaque année, les mêmes problèmes vont venir encore. Si on perd le pouvoir, on ira en exil. Donc chaque élection, c'est la même chose qui reviendra, ça sera un leitmotiv. Donc ça ne finira jamais, étant donné qu'il y aura des élections. Ils diront toujours cela à leurs militants. Si nous perdons le pouvoir, nous allons en exil. Que ce soit en 2030, ça sera la même chose. En 2035, ça sera la même chose. En 2040, ça sera la même chose. Vous comprenez? Donc face à tout ça, il y a un moment, il faut dire, arrêtons. C'est à nous de l'arrêter maintenant. Il faut imposer un dialogue.
et imposer le dialogue, imposer un gouvernement d'union nationale ou bien de transition. On ne peut pas laisser ces gars-là diriger encore le pays pendant 5 ans. Hein. On les laisse, nous sommes foutus. Ce sont des ethno-impénitents, des régionalistes convaincus. C'est des gens qui ne veulent pas de démocratie. Hein. Ils veulent conserver le pouvoir à tout prix. Le pouvoir d'être détenu par un homme du Nord. Parce que, comme vous savez, c'est des gens qui n'aiment pas la compétition. Ils sont à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Ils prennent tout. Ils n'ont pas besoin de compétir. Tu t'appelles Koné, tu as la place. Celui qui s'appelle Jacques Auger n'a pas du tout de place devant le Koné. Voilà ce qu'ils nous ont imposé, ce rattrapage chronique que M. Ouattara a installé en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils font? Au moment où peut-être il n'y a pas un Koné compétent, ils vont chercher certainement un Koné au Mali, un Koné au Burkina, un Koné au Niger. Vous comprenez? Et qu'on le met à des postes stratégiques en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est en train d'être passé. Mais si on ne se dit pas la vérité, qu'on a peur, on reste dans notre maison en train de trembler. Mais on ne pourra pas trouver de solution. Disons la vérité et imposons un dialogue. Un dialogue. Ce pays-là, ça nous appartient. On ne peut pas laisser à des gens certainement venir contrôler ce qui est en train de se passer. Nous autres, on ne dit rien. C'est notre pays, on a un seul pays là. Est-ce que moi, je peux aller faire ça au Mali? Je peux aller faire ça au Burkina? Je peux aller faire ça au Niger? Je peux aller faire ça au Gabon? Je peux aller faire ça au Sénégal? Je peux aller faire ça au Ghana? Mais c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent parce qu'on les accorde, ils veulent nous prendre ça, nous contrôler maintenant. Mais disons-nous la vérité, hein, c'est ce qui est en train d'être passé. On a parlé de démocratie. Ils nous refusent la démocratie. On présente nos candidats, ils refusent nos candidats. Eux-mêmes présentent eux-mêmes des candidats pour aller contre M. Ouattara. Et en plus, ils nous traitent de chiens. C'est-à-dire, les chiens, c'est ce qu'on fait, les laisse over. C'est-à-dire, une fois qu'il a fini de nourrir ses parents, c'est-à-dire, il jette maintenant les os pour les chiens. Voilà, nous sommes des chiens. Mais si cela ne vous révolte pas, vous allez rester toujours dans votre torpeur. Mais en 2030, ça sera la même chose. En 2035, ça sera la même chose. En 2040, même en 2070, ça sera la même chose. Vous comprenez? Donc, il est temps de dire ça suffit. Ce braquage devait ouvrir les yeux. Et nous devons commencer, ceux qui avaient les narines bouchées, pour commencer à smer que le café ivoirien est en train d'être brûlé. Vous comprenez? Et cela nous appelle à la résilience, à l'intelligence. Vous comprenez? Imposer un dialogue afin que nous puissions co-gérer le pays et trouver les voies et moyens pour faire face aux problèmes et trouver des solutions. C'est tout ce que nous demandons, un dialogue. Et là, ils refusent le dialogue parce qu'ils n'ont pas envie de partager. Un dialogue veut dire partir, c'est le dialogue, c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Vous comprenez? Ils n'ont pas envie de donner. Ils veulent toujours recevoir. Vous comprenez? C'est une mascarade. C'est la honte. Une élection ne doit pas se passer comme ça. Et voir M. Ouattara s'en réjouir, c'est-à-dire c'est comme ça il est. C'est sa mentalité. C'est quelqu'un qui n'aime pas la compétition. Vous comprenez? Depuis M. Ouattara, avant donc des élections en Côte d'Ivoire, il a toujours pensé qu'il était tellement aimé. Lui-même, il disait que s'il y avait une élection, minimum qui gagnait, il avait de gagner avec 60%, 60-65%. C'est ce qu'il a toujours pensé. Parce qu'il a toujours confondu la foule et les électeurs. Vous comprenez? Il a toujours confondu la foule et les électeurs parce qu'à ces meetings, tous les enfants d'immigrés et machin, les ceux qui ne votent pas vont à ces meetings. Tu vas avoir au moins peut-être 50 000, 100 000 personnes autour de lui. Donc, il se dit que c'est toute la Côte d'Ivoire, alors que ceux-là, pendant les 50 000 là, il y a peut-être 10 000 seulement qui peuvent voter. Donc, M. Ouattara a été surpris. L'élection la mieux organisée en Côte d'Ivoire, ça a été en 2010. Au premier tour, bien sûr, pas le, bon, au premier tour. Au premier tour. Au premier tour a permis donc de voir le poids réel de chaque parti politique. Au premier tour, le PPACI, comme ils étaient encore au pouvoir, ils sont arrivés en tête avec près, donc je crois, c'est ça, 38%. C'est ça, Laurent Gbagbo avait eu, c'est ça, non, 38%, 38%, 36 ou 38%. M. Ouattara est venu en deuxième position avec 32%. M. Henri Konan Bédié est venu en troisième position avec 25%. Mais M. Henri Konan Bédié nous avait dit, avec ça a été soutenu même par Jeannot Aoussou, que les gens avaient volé au moins 600 000 voix. Qui a volé les 600 000 voix d'Henri Konan Bédié? Qui?
Laurent Gbagbo dit c'est Ouattara. Vous comprenez? Donc, si ce qu'on dit, c'est vrai, donc ça veut dire que c'est M. Ouattara qui s'est retrouvé en troisième position. Donc, M. Ouattara a vu son poids réel. Voilà pourquoi il ne veut pas une élection en Côte d'Ivoire, parce qu'il sait qu'une élection, il perdra. Une élection libre et transparente avec des candidats du PDCI, du PPAC, du FPI. M. Ouattara ne peut pas gagner au premier tour. Peut-être il arrivera peut-être en tête au premier tour, comme il est au pouvoir. Et n'oublie pas que M. Ouattara pèse, que vous voulez ou pas, autour de 30 à 35%. Donc ces 30 à 35% seront toujours là pour lui. Ce qui fait qu'il sera toujours au deuxième tour. Vous comprenez? Et au deuxième tour, il sera obligé d'affronter quelqu'un. Et la majeure partie des Ivoiriens feront donc une coalition autour de la personne. Et ça, M. Ouattara ne veut pas. Voilà pourquoi il est toujours obligé de tricher, d'écarter des candidats, de lui-même choisir ses candidats pour aller à des élections. Les candidats qui sait qu'il peut les battre. Vous comprenez? Ceux qui ont été, sont venus là, ce sont des candidats. Croyez-moi, nous sommes en démocratie, hein. Pour moi, chacun a le droit de se présenter à une élection présidentielle. Tous ceux qui se sont présentés ont le droit. Quand vous prenez le cas de Jean-Louis Billon prépare sa candidature depuis pratiquement 15 ans. Puisque moi-même, je faisais partie même de son équipe. J'avais promis d'aider Jean-Louis Billon pour sa candidature. Mais j'avais été clair que c'était une personne qui allait faire que je ne pouvais pas certainement aller pour lui. C'était Tidiane Thiam que j'attendais sa candidature depuis longtemps. Donc, dès lors que Tidiane Thiam est devenu candidat, sachant ce qu'il pouvait apporter à la Côte d'Ivoire, j'ai été clair, j'ai apporté mon soutien à Tidiane Thiam. Mais nous sommes en démocratie, hein. Tout le monde a le droit de se présenter. Tout le monde. Mais compte tenu des enjeux, compte tenu de la manière dont les choses se sont faites, la sélection, moi j'étais à les places, sincèrement, j'allais réfléchir, j'allais pas le faire. J'allais réellement demander à ce que ce soit des élections libres et transparentes. Parce que l'objectif numéro un, c'est de faire en sorte que M. Ouattara parte. Mais ça n'a pas été le cas. Des gens qu'on a positionnés, qui ont décidé donc d'être candidats sans avoir préparé une élection, c'est honteux et scandaleux. Entre tout cela, tout ce que M. Ouattara a choisi, celui qui était un peu préparé, comme je le dis, hein, c'est Jean-Louis Billon. Mais là encore, il y a eu tellement de carences. Vous comprenez? Là, il y a eu tellement de carences. Vous comprenez? Comment vous pouvez être candidat à une élection? Avant l'élection, ceux qui ont suivi les élections, j'ai été clair. Je lui, un candidat qui ne peut pas montrer aujourd'hui qu'il a un minimum 15 milliards pour aller face au RHP, pour moi, n'est pas un candidat sérieux. Je l'ai dit ici. Parce que j'avais fait les calculs, ce n'est pas ceux qui suivent nos émissions, hein. Les calculs avaient été clairs. On avait près de 26 millions, 26 000 bureaux de vote. 26 000 bureaux de vote. Et chaque candidat doit avoir des assesseurs, au moins deux assesseurs dans le bureau de vote. Donc, si vous avez 26 000 bureaux de vote, c'est ça, 25 000, c'est 25 000 bureaux de vote. Voilà, mais c'est ça, 25 26 000. Bon, on va aller avec sur la base de 26 000. 26 000 euros, vous multipliez par deux, ça fait 50, 52 000. C'est-à-dire que chaque candidat devait avoir au moins 52 000 personnes qui devaient surveiller ces bureaux de vote. Et ces 52 000, si vous donnez le jour du bureau de vote, on va exagérer, hein? On va exagérer pour rendre des calculs plus simples. Vous donnez au moins 50 000 et 100 000 à chaque assesseur. Quand vous multipliez par, bon, si vous me donnez 100 000, ben 100 000, ben, voilà, avec, c'est ça, donc 52 000. Alors, 52 000, et puis vous mettez 100 000 encore, voilà. 100 000, donc ça nous revient. Voilà. Rien que pour les assesseurs, vous avez au moins un effet de 5 milliards. 5 milliards. Si vous allez sur la barre de 100 000, mais si vous allez sur la barre de 50 000, ça nous amène pratiquement 2,5 milliards. Si vous allez sur la barre de 25 000, ça nous amène pratiquement une affaire au moins, on va arrondir au moins 2 milliards. 1,5 milliard à 2 milliards. Rien que pour le jeu, le jeu de vote, sans toutefois compter la campagne, les déplacements, les investissements, les cadeaux qu'on fait à gauche à droite. Voilà pourquoi je disais que minimum, si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas faire un fundraising de près de 15 milliards, ce n'est pas la peine de vous présenter. Parce que le RHCP est en campagne avec 10 fois, ou bien 20 fois, ou bien 50 fois votre budget. Ceux-là, ils étaient prêts à dépenser 500 milliards. Rien que pour que M. Ouattara puisse avoir de 4 mandats. Vous comprenez?
Alors, on s'est énervé, on s'en va à des élections, puis quoi, vous n'avez pas de c'est dans le bureau de vote. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Si tout le monde avait été retenu, que vous êtes parti sans bureau de, je pourrais comprendre. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux. Les Ivoiriens ne doivent même plus vous considérer même. Vous vous êtes foutus des Ivoiriens, vous nous avez trahis. Vous êtes mauvais. Bon, pour le moment, je vais être un peu docile, puisqu'actuellement, on n'a pas toutes les informations. Je vais me calmer un peu. C'est l'effet de l'émotion que je donne, c'est j'ai dit certaines choses. Mais en attendant d'avoir au moins toutes les informations, si les informations, voilà, let me put this way. Si les informations que nous avons sont correctes, voilà, je crois que là, c'est encore mieux. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous vous foutez du nous. Vous êtes méchant. Vous êtes égoïste. Je vois ce blé c'est quelqu'un mais que je ne veux même plus voir, ce gars-là. C'est quelqu'un que je ne veux même plus voir. Celui-là a encore envie de faire la politique, il veut remplacer les babos. C'est un faux type. Ce sont des faux types. Vous comprenez? Ça suffit comme ça. Il est temps d'assainir le milieu de la politique. On vient pas, c'est pas quand on a échoué qu'on vient faire de la politique. Dans les pays développés, c'est quand on a réussi qu'on peut apporter quelque chose qu'on fait de la politique. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est quand on a échoué à l'école, on a triché à l'école qu'on fait de la politique. Mais c'est quand même extraordinaire, ça. Si les informations que nous avons sont correctes, vous pouvez aller à ces élections sans assesseur. Et en plus, cher ami, vous êtes 4 candidats de l'opposition bien manchés. Vous ne pouvez pas certainement vous partager au moins les 24 000 bureaux de vote, divisés par 4. Ça dit au moins chacun peut peut-être amener, au lieu de 50 minutes, 10 000 personnes. Mais les 10 000 personnes, vous ne pouvez même pas les avoir à chaque candidat pour être des assesseurs. Mais vous avez reçu votre parrainage là comment? Non, dites-moi, comment vous avez fait pour avoir le parrainage? Non, mais c'est pas sérieux tout ça. Et en plus de cela, ce qui est énervant, ladies and gentlemen, chaque élection, M. Ouattara donne de l'argent à ses adversaires. Ils en ont reçu cette année. Et jusqu'à présent, c'est le blackout. Ils font semblant comme s'ils n'ont rien reçu. Ils ne nous disent pas qu'ils ont reçu de l'argent. Et ils ne disent pas combien ils ont reçu. Mais s'ils ne nous disent pas qu'on apprend, c'est la corruption. C'est l'argent des contribuables qu'on vous donne sans notre accord. Il n'y a aucun test de loi qui dit que pendant des élections, nous devons remettre de l'argent à des candidats. Il n'y a aucun test de loi. Il n'y a aucun test de loi, cher ami. Le seul test de loi qui existe là-bas pour le financement des partis politiques, c'est que chaque année, l'État doit donner à hauteur donc de 2 millièmes de son budget et partager ça aux partis politiques en fonction donc de leur représentation. Donc ici, puisqu'on parle de 15 000 milliards, si vous prenez 1% des 15 000 milliards, ça fait quoi? 1%, je crois que ça va nous amener à 15 000 milliards. 1%, ça fait 15 milliards, je pense bien, c'est ça, hein? 1%. 1%, ça doit faire 15 milliards. C'est ça, 1%, 15 milliards. Donc 2%, 2 millièmes, 2 millièmes, je vais dire comme 2%. 1 millième, 1 millième, c'est ça. Bon, attendez. Voilà, laissez-moi faire bien les calculs là. Donc je vais aller avec 15 000 milliards. Non, 15 milliards, c'est ça, hein? Non, 15 000 milliards, je pense bien ça. 15 000 milliards. Hmm, c'est ça, 15 000 milliards, c'est ça, ouais. 1 milliard là, 1 milliard ici, voilà, 15, voilà. Vous avez 4 là, c'est ça. Bon, je crois que bon, mes calculs ne tombent pas. Bon, disons entre 15, disons, entre 2 et 15 milliards que les partis politiques doivent se partager chaque année. Vous comprenez? Donc, chaque année, ce n'est pas une question d'aimer Thiam ou de ne pas aimer Thiam, d'aimer Gbagbo ou de ne pas aimer Gbagbo, d'aimer Afif ou de ne pas aimer Afif. La même manière que M. Ouattara reçoit son salaire chaque mois, c'est la même manière là que les partis politiques doivent recevoir leur contribution, leur financement chaque année. Je répète, la même manière que M. Ouattara reçoit son salaire chaque mois, que les ministres reçoivent leur salaire chaque mois, que les anciens présidents reçoivent leur indemnité chaque mois ou chaque année. C'est de la même manière que les partis politiques doivent recevoir leur financement chaque année.
Mais là, M. Ouattara refuse de donner ses financements. Il les donne à contre-cœur, à contre-gauche, rien que pour affaiblir l'opposition. Alors que quand il était dans l'opposition, Laurent Gbagbo lui versait régulièrement la contribution du RDR et lui-même ses indemnités en tant qu'ancien Premier ministre. Mais lui, là, au pouvoir, il utilise ça comme moyen de pression, de chantage. Il y a comme un moyen de chantage. Ça ne fait pas sérieux. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. On ne peut pas composer avec des gens qui ne sont pas sérieux. Quand vous ne respectez pas la loi et que vous demandez aux autres de respecter la loi, vous n'êtes pas sérieux. Alors, merci beaucoup, cher ami. 15 milliards. Donc, chaque les 15 milliards, les partis politiques devaient se partager les 15 milliards. Et vous êtes d'accord avec moi que le RDA et puis le PDCI et RDA, comme ils ont beaucoup de plus, les deux là devaient peut-être avoir, les deux pouvaient avoir au moins 10 milliards. C'est-à-dire les deux pouvaient se partager les 10 milliards. C'est-à-dire chaque année, peut-être que le RDA devait avoir peut-être 8 milliards et puis le PDCI, non, le DRD peut-être 6 milliards, le PDCI 4 milliards, et les autres partis politiques, quand ils viennent, ils se partagent au moins les autres. C'est comme ça devait se faire. Et le PDCI devait faire maintenant son plan en fonction de ces 4 milliards que le PDCI devait recevoir. Mais jusqu'à présent, ils ont refusé. C'est M. Tidiane Thiam et ses amis qui cotisent en même temps pour s'occuper du PDCI et RDA. Est-ce que ça fait sérieux, ça? Ça ne fait pas sérieux. Et nous sommes là, aucun journaliste n'en parle. Ils sont tous accroupis, mauvais. Comme ils m'ont approché là. Mais il faut penser à toi. Il faut manger. Pourquoi tu n'as pas envie de manger? Pourquoi tu es toujours en train dans l'opposition, tu ne veux pas venir vers nous? C'est comme ça, ils sont tous devenus des accroupis. Ils sont tous venus des vendus. Et voilà la situation. Comment vous, dans une telle situation, vous pouvez aller à des élections sans assesseur? Vous êtes allé chercher quoi? Vous voulez atteindre quoi? Mais c'est scandaleux. C'est honteux, les dieux gentlemen. It's unbelievable. Non, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ce sont devenus donc des opposants, cher ami, façon. Des opposants façon. C'est devenu une nouvelle stratégie. Vous comprenez? Ils sont là accompagnés le RDA devenir RHP. Aucun représentant de l'opposition donc dans la majeure partie des bureaux de vote. On a parlé de Yopougon. Si à Yopougon qui est à côté de Abidjan, là, ils n'ont pas eu de représentants, c'est au nord, ils vont avoir des représentants. Alors que la grande magouille se passe au nord. Parce que j'ai assisté je ne vais pas vous dire au moins le nom de pays, là. Pendant des élections, j'étais aussi un superviseur. En tant que superviseur, à un moment donné, je regardais comment les choses se passaient. Mais puisque c'est le parti au pouvoir qui m'avait amené, vous comprenez? Donc moi, je suis parti. Mais nous sommes allés à ces élections dans les bureaux de vote. L'opposition n'avait pas d'assesseur. Donc, à la fin, je me souviens dans les 3 bureaux de vote que je suis allé, que j'ai supervisé, que je regardais, il y avait, dans notre bureau de vote, il y avait peut-être, je crois, disons, on prenait des au moins 70 personnes qui devaient non, c'est ça, 170 personnes. 170 personnes, je me souviens que ce jour-là, quand les gens avaient compté, il y avait peut-être 40 personnes qui sont venues voter. Mais à la fin de la journée, quand j'ai vu le rapport, c'est mentionné 140 personnes qui sont venues voter. 140 personnes qui sont venues voter avec les bulletins, machin, tout ça signé. Ça veut dire quoi? Au lieu de 40 personnes, on a multiplié, on a ajouté un devant pour faire 140. Parce qu'il n'y avait pas d'assesseur. Vous comprenez? Donc, dans ce seul bureau de vote, le parti au pouvoir s'en sort avec plus encore, puisqu'ils avaient eu, je crois, 25 personnes qui avaient voté pour eux. Donc, quand vous ajoutez les 100, ça fait 125 personnes. On a ajouté 100. Donc, c'est ce qui se passe au Nord. Si au Nord, il y a 10 000 bureaux de vote, si dans les 10 000 bureaux de vote, on va faire des petits calculs, si dans les 10 000 bureaux de vote là, s'il y a peut-être 1000 personnes dans les bureaux de vote, là, disons dans chaque bureau de vote, mettez 10 000. Attends, est-ce que c'est ça maintenant? 10 000. Alors, bon, je vais faire maintenant les calculs là. 10 000, et puis si vous avez 1000 personnes, je crois que c'est exagéré. Là, bon, on va aller avec 1000 personnes pour faciliter les calculs. Donc, quand vous mettez les 10 000 personnes, ça fait combien là? Ça fait combien? 1 million? Ça fait 1 million, hein? 1 million, je crois, c'est 1 million.
Un million. Mais vous n'avez personne pour surveiller ces bureaux de vote. Donc, c'est 1 million de personnes qui sont inscrites sur la liste là. Ils vont faire gagner, voter là-bas. Au lieu de 500 000, ils vont faire voter au moins 450 000. Parce qu'il faut faire le remplissage après. C'est-à-dire qu'ils nous diront que 450 000 personnes ont voté. Et sur les 450 000 personnes, M. Ouattara a eu 98%. Donc, ce qui veut dire que seulement au nord, M. Ouattara s'en sort là-bas avec au moins 430 000. Voilà comment ça se passe. Et où vous allez combler ces 430 000 au sud? Au sud, où M. Ouattara a la possibilité de vous concurrencer. Parce que c'est ce qu'ils appellent le protectionnisme politique. Ils protègent le nord où aucun candidat ne peut aller faire réellement la campagne. Et ils viennent maintenant compétir au sud en même temps pour avoir le maximum aussi des gens en achetant des sudistes en même temps pour accompagner leur forfaiture. Mais voilà, voilà ce qui se passe. Et vous allez accompagner cela sans avoir même la possibilité de discuter une comprendre, voire même des assesseurs. Et vous êtes allé compétir pourquoi? Chercher à gagner. La preuve, la preuve, la preuve. Il vient nous dire quoi? Qu'il y a eu entre 40 et 50% qu'on appelle ça, excusez-moi, je parle trop, le taux de participation. Mais vous allez contester ça comment? Si au nord, ils ont fait un remplissage à 98%, mais ça peut balancer un peu donc comment on appelle ça? Le désert au niveau du sud. Vous comprenez? Et puis ne soyez pas surpris. Parce que vous allez dire que c'est les chiffres qui sont donnés là sur c'est faux, mais faites très attention. Ça peut ne pas être faux. Pourquoi? Mais les choses sont tellement simples. Les choses sont tellement simples, hein. Analysons, réfléchissons un tout petit peu. Et vous allez comprendre exactement where I'm coming from. Sur les 8 millions qui sont inscrits sur la liste électorale, ceux qui vont régulièrement voter, c'est 3 millions, n'est-ce pas? 3 millions qui vont voter, n'est-ce pas? 3 millions. Maintenant, sur les 3 millions là, hein, sur les 3 millions, cher ami, il y a peut-être 1 million qui ne sont pas venus retirer leur bulletin de vote. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on appelle là, non? C'est ça, c'est le bulletin de vote, je pense très bien. Non, c'est pas le bulletin, c'est ça, non? Bon, le papier que vous avez pour aller voter, là, j'ai oublié. Alors, disons pas un exemple, hein. Il y a 1 million qui ne sont pas venus retirer. Donc, il y a 2 millions. 2 millions. Ces 2 millions là, si au nord, ils ont fait le remplissage, qu'il y a 1 million qui allaient voter, mais disons même 800 000 qui allaient voter, et puis au sud, il y a au moins 200 000 qui sont allés voter, mais ça fait au moins 1 million que vous prenez au moins sur les 2 millions, ça fait 50%. Donc pourquoi ne soyez pas surpris? Puisque vous n'avez pas eu d'assesseur pour contrôler au nord. Ils ont fait le remplissage au nord, et le remplissage qu'ils ont fait au nord peut balancer un peu ce qui est en train de, le désert au sud. Donc voilà ce qui se passe. Voilà comment ces gars-là nous ont mis dans des problèmes. Ils vont valider, créer des conditions pour valider donc la candidature de M. Ouattara et parfois se faire à dessein. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir Thiam président. Donc, ils ont utilisé Thiam pour écarter la candidature de Thiam parce qu'ils préfèrent voir, comment on appelle ça, Ouattara président que de voir Thiam président. Nous sommes en politique, c'est la bataille des sorciers, hein. Ces politiciens-là, ce sont des sorciers. Et c'est pourquoi Ouattara est encore au pouvoir. Parce qu'il a compris que les gens là ne pourront vraiment pas s'entendre sur beaucoup d'idéologies, sur beaucoup donc de questions culturelles, ou bien des questions régionales. Ouattara se base sur ça. Vous comprenez? Ils sont tellement fâchés contre Thiam qu'ils sont capables d'aller faire alliance, demander à Ouattara d'exclure Thiam, parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Et Ouattara peut leur dire dans ces conditions, venez m'aider à consolider mon pouvoir. Alors. Soyez candidat. Je n'ai pas dit que c'est le cas, hein. Nous sommes en train de spéculer. Voilà comment les gens sont mauvais dans ce pays-là. Et voilà pourquoi Ouattara est toujours au pouvoir. Regardez un peu comment Ouattara est venu dans la compétition. Ouattara avait été donc anéanti par Laurent Henri Konambédié, où il allait lancer le mandat d'arrêt international contre lui et tout ça. Quand Ouattara était au pouvoir et machin, tout ça.
Mais qui est venu encourager Ouattara quand il était donc aux Nations à au FMI ici pour rentrer au pays pour aller faire pour venir faire la politique? Qui est venu? C'est Laurent Gbagbo qui est venu convaincre Ouattara. Parce que Laurent Gbagbo avait compris que lui seul aller contre le PDC, il ne peut pas du tout battre le PDC, mais Ouattara, avec ses relations avec Chaud, pouvait donc créer suffisamment de problèmes au PDC et lui, maintenant, Laurent Gbagbo, il peut profiter pour être président. Et c'est ce qu'il a fait, ça a été le calcul. C'est comme ça qu'il est devenu président. Donc, ce sont des calculs comme ça que nous faisons. Politique, ce n'est pas mauvais en soi. Mais c'est ce qui nous met dans des situations dans lesquelles nous nous sommes. Parce que nous ne maîtrisons pas ces calculs jusqu'au fond, mais Ouattara maîtrise très bien. Il réfléchit, il a toujours un ou deux longueurs d'avance sur ses adversaires qui sont là, qui sont en train de pratiquer donc la politique des tranchées. Non, M. Ouattara lui pratique la politique des temps modernes. Il avait déjà analysé ceux qui pouvaient battre, ceux qui ne pouvaient pas donc attirer donc l'électorat à cause de leurs problèmes. Donc ceux-là, il les met quand il les fait candidat. Comment vous pouvez comprendre que le même Assalé Timoko Antoine, Ouattara a peur de lui? Parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, réussit donc à communiquer avec le peuple. Donc, ceux qui peuvent communiquer avec le peuple, M. Ouattara ne veut pas. Il veut des candidats à problème. Vous comprenez? Jean Libion est un candidat à problème avec le PDC. Simon Gbagbo est un candidat à problème au niveau de la gauche. Awa Domelo, c'est un candidat à problème au niveau du PPACI. Antonin Lagou, qui ne pèse rien, et on l'a mis là-bas comme le plan C. C'est-à-dire, aussi par extraordinaire, les droits décident de se retirer. Elle, Antoine Lagou, elle allait aller jusqu'au bout. Voilà comment M. Ouattara a bien pensé les choses. Hein. C'est comme ça qu'il a pensé les choses. Donc ça là, n'en voulait pas forcément aux leaders donc, de partis politiques. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Face au cortège d'arrestation, au manque d'organisation, la subtilité. En l'espace d'une semaine, près de 1200 personnes ont déjà été arrêtées. Des jeunes, vous comprenez? Des jeunes qui ne peuvent même plus sortir parce que quand vous sortez, vous devenez automatiquement comment on appelle, un prisonnier potentiel. Face à tout ça, la lutte était un peu pratiquement un peu perdue. Donc voilà comment M. Ouattara a braqué ce quatrième mandat. Il fait le braquage de son quatrième mandat. Vous comprenez? Donc il nous appartient à nous maintenant de résister. La résistance intelligente et pacifique. La résistance intelligente et pacifique. Nous ne devons même plus accepter tout ce qui est en train de se passer. Nous devons être résilients. Tout ce qui est comme fonction, nous en devons aller compétir. Nous devons les critiquer. Les endroits où ils font le rattrapage, nous devons dénoncer cela. Nous soyons unis pour dénoncer, pour les provoquer, montrer à l'opinion publique internationale que c'est un mauvais candidat, c'est quelqu'un qui vient faire la part belle, c'est un mauvais leader. Il vient faire la part belle. Il vient prendre les richesses donc, du Sud pour entretenir ses parents du Nord et du Grand Nord. Et il nous prive de ces richesses. Il refuse qu'on s'associe à la gestion de ces richesses. N'oubliez pas qu'on met des candidats tokens, les Begré Mangué ici, machin, tout ça, qui met des choses à vous penser que non, c'est ceux-là, c'est des gens tokens, des gens qui basculent au PDCI, ils sont là, ils sont venus parce que ce sont des gens qui sont là pour les intérêts, pas pour l'idéologie. Vous comprenez? Ils sont là pour des intérêts. Et ça, écoute-moi, donc, non, chacun a ses intérêts, fait ses intérêts. Mais voilà la situation dans laquelle nous nous sommes. Oui, nous vivons dans une telle situation. Donc, chers amis, ne nous décourageons pas. Engageons donc cette lutte nous-mêmes. On n'a pas besoin de Laurent Gbagbo pour engager cette lutte. On n'a pas besoin de Thiam pour engager cette lutte. Nous apportons notre soutien à Thiam, c'est clair. Mais Thiam seul il ne peut pas lutter pour nous. Nous-mêmes, nous devons lutter pour nous-mêmes. Je suis ivoirien. Il y a une fonction, j'ai un diplôme X. Je dois avoir cette position aussi bien que d'autres personnes. Donc, je dois compétir pour avoir ce poste. Si on me vole, on me triche, j'ai le droit de traduire X devant les tribunaux. Et soyons solidaires, parce que seul on ne pourra pas faire. Vous traduisez seul, il peut vous faire du mal. Mais s'ils ne sont pas solidaires, ne sont pas convaincus, on ne peut pas gagner. Parce que eux, ils sont convaincus. Vous comprenez? Ils sont solidaires, même dans le mal.
dans la solidarité, dans le mal. Ils le font. Ah oui. Alors, on me pose la question, mais écoute, Jacques Cogé, dans cette situation, est-ce qu'on doit passer aux législatives tant qu'il y a eu des élections? Il ne faudrait pas qu'on vienne dire, ah oui, tant qu'il y a des élections, on doit participer. Cubier nous a dit que la révision de la liste électorale, on a dit ça se fait cette année, ça peut se faire après des élections. Exigeons que cette révision se fasse. Si nous devons encore entreprendre des manifestations, des marches, nous devons faire. Mais cette révision doit avoir lieu cette année parce qu'il y a eu le budget qui a été déjà voté à raison de près donc, de 25 000, 26 milliards qu'ils ont déjà pour faire la révision. Donc, exigeons cette révision avant les élections législatives. Maintenons la pression. Exigeons. C'est ce que on dit, il faut appliquer la loi, non? On a appliqué la loi pour exclure certaines pierres. Donc, appliquons la loi pour que la révision se fasse avant les élections législatives. Si on essaie jusqu'à ils ne veulent pas, on ne doit pas les laisser aller seuls. On doit réveiller nos parents pour que même dans ces conditions assez difficiles, nous puissions présenter des candidats qu'il faut, surveiller ces bureaux de vote, faire tout pour qu'on puisse élire le maximum de gens de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ne boycottons pas les gentlemen. N'écoutez pas ceux qui disent, ah oui, vous avez boycotté. Ne les écoutez pas. C'est des gens qui nous ont toujours mis, parce que leur stratégie qu'ils ont utilisée depuis pratiquement 20 ans, la stratégie n'a pas marché, ça ne marchera pas. Bouder, 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 ça ne marche pas avec cela. Nous sommes avec des gens qui n'ont pas honte. Des gens qui vont avec des élections, si vous êtes même 10 millions, il y a au moins peut-être 100 000 personnes qui vont voter, ils seront heureux. Vous comprenez? Ils seront heureux de vous voir ne pas voter. Vous voyez? Donc ne suivons plus leur jeu, hein. Partout, il y a une compétition. Nous devons tout faire pour être présents, tout faire pour imposer les règles du jeu pour qu'elles soient conformes à la loi. Nous exigeons, ça ne marche pas à la dernière minute, on doit avoir le plan B. Et nous allons continuer à aller battre campagne pour au moins des candidats de l'opposition afin qu'ils puissent gagner. Vous comprenez? Moi, c'est ma stratégie, hein. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Je n'ai pas discuté avec des partis politiques. Je n'ai pas pris des cartes de militants. C'est ce que je le fais stratégiquement. J'apporte mon soutien à TIAM, mon soutien aussi au PDCI parce que j'ai toujours été d'idéologie PDCI depuis que je suis né. Vous comprenez? Mais je n'ai pas ma carte. Vous comprenez? Mais j'apporte mon soutien à certains candidats, comme TIAM. Je peux même apporter un soutien à un candidat dont RDR devenir RHTP dans une région si je pense que cette personne peut faire un bon travail. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà un peu moi, mon idéologie, hein. C'est aussi clair que ça. Comme je l'ai dit à mon ami Billon, j'ai dit, je veux bien que tu sois président. Je peux même aller voter pour toi, mais à l'état actuel des choses, je ne peux pas. Parce que si je le fais, tu es un ami, mais si je le fais, c'est comme trahir Thiam, qui a pratiquement tout abandonné pour venir aider le pays. Nous avons apporté le soutien. Et comme ça, je laisse Thiam pour aller voter pour toi. Je ne peux pas le faire. Même si j'ai envie de le faire, ma conscience ne me le permet pas, je ne le ferai pas. Donc, dans ces conditions, on préfère en même temps donc, laisser ceux qui sont allés faire là. Nous avons tous vu ce braquage. Donc, changeons donc de stratégie. Donc, comme je l'ai dit, cher ami, comme le dit, ce qui me fait réellement mal dans une telle situation, aucun représentant dans les bureaux de vote de l'opposition, pour le moment, aucun, c'est un peu exagéré. Disons, pour l'heure, la majeure partie des dans les bureaux de vote, il n'y avait pas donc des représentants des partis politiques, selon donc des témoignages que nous avons donc eus. Aucun témoin, aucun contrôle, aucun regard sur la transparence donc, du scrutin. Aucun regard. Et pourtant, si vous voulez, ces candidats sont bien là, alignés sur la liste donc, des départs. Le souris complice, prêt donc, à accompagner donc, le pouvoir jusqu'à la victoire annoncée, prêt à accompagner donc, le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait. On les voit forcément faire semblant d'aller voter la tout souris. En réalité, ils n'ont aucun représentant dans les bureaux de vote. Tout ça, c'est du pipeau. C'est des tapes à l'œil. C'est du flafla. Ils n'ont rien fait. C'est de la manipulation. Ce sont des faux candidats. Comment ont-ils pu obtenir donc le parrainage? Mystère donc d'État ou bénédiction donc du palais? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'à ce stade, on ne parle plus d'opposition.
mais le décor électoral. Ils sont venus décorer, soigneusement donc entretenus, et peut-être même gracieusement, avec donc des billets de banque, je ne sais pas. Mais je sais que chaque élection, les candidats ont toujours eu de l'argent. Dans le temps, c'était 100 millions. Africa Intelligence nous avait dit, cette fois-ci, on avait donné 200 millions, que de Simone Gbagbo demandait 500 millions ou bien 1 milliard. Elle est venue démentir cette information. Comme d'habitude, j'ai traduit les gens devant les tribunaux. Et puis, c'est fini, on n'entend plus parler. Rien que pour faire de la diversion. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont reçu de l'argent. Combien? Ils ne le disent pas. S'ils ne le disent pas qu'on apprend, ça sera la corruption. Il est trop corrompu pour permettre à Ouattara d'aller en 4 mandats. Ça, c'est la question que nous devons donc leur poser. Ce n'est pas donc une opposition en ce moment-là. C'est une opposition façon, sans assesseur, sans structure et sans conviction. Des acteurs en rupture avec donc des partis traditionnels, prêts à sacrifier donc la cohérence pour une visibilité donc de façade. Voilà ce que nous voyons. Ils disent ont préparé, certains disent qu'ils préparent pour 2030. 2030 avec qui? Avec qui? Avec quel, à quel prix? Celui du sacrifice de tout un peuple, épuisé donc par la répétition même du même scénario. Vous avez nous préparé votre candidature sur le dos des gens. Et c'est les mêmes personnes qui vous allez vouloir qui viennent voter pour vous demain. Zappez ces personnes-là. Même députation, il ne faudrait pas que ces gars soient encore députés quelque part. Ce sont des faux types. Quand on joue, si vous voulez, dans un film truqué et qu'on ne gagne jamais donc un César, vous comprenez, hein? On ne pourra jamais gagner jamais donc un Oscar dans ce truc-là. On reste figurant dans le braquage électoral d'autrui. On est resté dans cette situation, c'est-à-dire qu'on a accepté donc le braquage électoral. Rien que peut-être on veut se venger contre Pierre ou bien se venger contre X ou bien être candidat pour préparer pour 2030. Ça pouvait être très bien, comme je le dis, si tous les candidats étaient donc... on avait donc permis aux candidats donc de se présenter. Vous comprenez? Mais on n'avait pas permis aux candidats de se présenter. C'est-à-dire que vous, là, on vous a mis là uniquement pour accompagner donc le quatrième mandat de Ouattara. Et vous l'avez accepté. Quelle honte! Quelle honte! Tu n'as aucun respect. Aucun respect. Peut-être, ce que vous allez me dire, vous allez dire que ça, c'est pas juste, mais peut-être encore, Bion qui est toujours mon ami, vous comprenez? C'est mon ami. Que vous voulez pas, c'est mon ami, hein. Il y a longtemps qu'il préparait donc sa candidature, là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé puisque je n'étais plus dans son équipe. Donc, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Mais ça a été une déception. Une déception. Pour lui, au moins, je m'attendais à certainement que lui mette au moins des gens dans les bureaux de vote. Mais ça a été une déception si les informations que nous avons sont correctes. Je dis bien si ces informations sont correctes. Avant les élections, on avait vu qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait une alliance, une coalition, non, pour surveiller donc les bureaux de vote. Mais tout ça, c'était donc de la communication, c'est du flafla. En réalité, c'était moi qui n'avais rien. Même le fait que les journalistes aient découvert qu'il y avait au moins à Yopougon, il n'y avait aucun assesseur donc des représentants, c'est suffisant déjà. Yopougon, et ce grand Yopougon là, vous n'avez pas eu d'assesseur à Yopougon, mais c'est déjà suffisant. Si vous n'avez pas eu d'assesseur à Yopougon, qui est à côté de vous là, c'est à Samatigila que vous allez avoir des assesseurs. C'est à Kourougo que vous allez avoir des assesseurs. C'est à Touba que vous allez avoir des assesseurs. Zéro, nada, rien. Vous êtes allé accompagner. Vous êtes des mauvais candidats. Combien, on se pose la question, combien vaut donc leur opposition financée par l'argent des contribuables? Parce qu'en réalité, ils ont reçu de l'argent des contribuables. Chaque année, chaque élection, M. Ouattara donne de l'argent. Ce n'est pas maintenant qu'il ne le fera pas. Parce qu'à ce nouveau, ne rien dire, cela devient donc une forme de corruption. Si vous ne nous dites pas combien vous avez reçu, les autres années, M. Ouattara disait, on disait que M. Ouattara avait donné 100 milliards, 100 millions à chaque candidat. Mais cette année, vous avez tout fait pour qu'on ne dise pas. Pourquoi? Combien vous avez reçu? Et l'histoire, elle n'oubliera jamais ceux qui se sont accroupis, qui ont accepté donc de l'argent et qui ne nous ont pas avertis, qui sont là accompagnés donc un quatrième mandat. Vous êtes des mauvais candidats. Vous nous avez trahis. Une opposition façon. Vous êtes des mauvais types, des sorciers. Ah, ladies and gentlemen. Alors, excusez-moi. Le Nescafé, on a déjà fait pratiquement 1 heure de temps. Alors, bon, on a déjà fait 1 heure de temps, mais on reviendra encore donc demain, cher ami. Continuez toujours de nous amener donc des tests messages, des emails, et puis on reviendra encore demain pour faire le point. Et vous savez, ce qui était même extraordinaire, vous avez vu M. Ouattara, hein, il a exigé.
exiger à ce que le résultat soit donné au plus tard demain. C'est lui qui est devenu le président de la CEI, là. Il ordonne. Voilà. Il ordonne. Il faudrait qu'on ait les résultats là, donc demain. Yeah. Et demain, vous allez voir. D'ici demain, ils vont donner les résultats. Puisque mes devaient me donner les résultats là ce soir. C'est parce qu'on les a attrapés la main dans le sac que maintenant, là, ils disent attendre un peu, peut-être d'ici demain, ou plus tard lundi, demain, ils vont commencer à donner déjà des tendances. Les tendances, c'est ça aussi clair. Hein. Ah, Côte d'Ivoire politique. Alors, je ne sais pas si je pourrais certainement avoir alors, une minute. Alors, alors, on signale que M. Ouattara était déjà à son QG pour faire déjà une déclaration tout heureux. Ils ont déjà gagné. On a gagné. Ouattara a gagné. Oui, 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 je crois qu'on doit avoir la déclaration de Ouattara là. Oui, on va écouter cette déclaration de Ouattara là. Ouais, on va l'écouter rapidement, cher. Écoutons la déclaration de M. Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, et j'aimerais profiter de cette opportunité pour appeler tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient, à aller voter. Voter, c'est important, surtout voter pour le président de la République. Vous savez, les 5 prochaines années sont des années qui devront faire avancer la Côte d'Ivoire et j'espère que les uns et les autres le comprennent bien et que ce vote sera donc un vote de confiance, un vote important qui permettra à chacun de nous d'exprimer son souhait. Et il faut le faire dans la paix. La paix est la chose la plus importante. Elle a bien marqué notre pays pendant 60 ans et par la suite, malheureusement, nous avons dérapé et ceci nous a créé beaucoup de difficultés. Je constate avec cette élection que la paix est revenue, que les uns et les autres sont sortis pour voter et je voudrais les remercier. Et je souhaite que l'élection se termine bien et que nous ayons les résultats, en tout cas, au plus tard demain. Voilà. Peut-être que nous ayons donc le résultat, comme il a dit, hein. Vous voyez, donc avoir les résultats au plus de demain. Hein. Alors, je ne sais pas qui nous chose ça. Je suis à une émission, s'il vous plaît. Hein. Voilà, c'est l'émission. Alors, si c'est Sarah, si vous voulez venir, est-ce que si vous voulez réagir sur ce Sarah? Ah oui, bon, d'accord. Donc, je vous appelle là pour réagir par rapport à ce qui se passe là. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois on va voir si on peut avoir des exclusivités si ce sera pour réagir, cher ami, par rapport à ces élections. Ça sera une bonne, ça quelque chose d'improvisé. Hein. Je crois qu'on va voir si. J'espère qu'elle nous prendra. Allô, Ah, bonsoir. oui, bonsoir, si ce sera. Comment allez-vous? Ça va très bien, Jacques. Et vous? Ben, mais ça va, si ce sera. Voilà. Alors, comment vous avez digéré ces élections-là? Je crois que vous avez été très critique, mais ce qui s'est passé, comment, de façon générale, là, quel est réellement votre point de vue par rapport à tout ça? Bon, ben, je dis bonsoir d'abord à tous ceux qui nous suivent. Je pense que on n'est pas étonné, Jacques, hein, mais ce qui fait un peu plaisir, c'est de voir que les Ivoiriens ont réagi un peu partout pour dire qu'ils ne voulaient pas de ces élections. Donc ça, c'est déjà c'est quelque chose de très important pour nous. C'est une avancée. Parce qu'avant, les gens ne pouvaient pas parler. Donc, ils ont cassé des urnes, ils ont fermé des bureaux de vote, comme à Yopougon, où le directeur est parti à la maison avec toutes les clés. Et puis, les gens sont venus le matin, il n'y avait rien. Donc, ça, déjà, Jacques, ça nous montre l'état d'esprit du peuple ivoirien. Et ça fait plaisir. Bon, maintenant, je me dis que M. Ouattara n'avait vraiment pas besoin de faire tout ça là. Il n'avait qu'à dormir, se réveiller le 26 et proclamer la victoire. C'était plus facile parce qu'on savait tous où ça allait finir. On a vu comment ça a commencé, on savait comment ça allait finir. Donc, moi, personnellement, il n'y a rien d'étonnant, Jacques. On a vu que ce qu'on devait voir.
c'était prévu, mais c'est ce qui va arriver après. C'est ça qu'on veut voir maintenant. C'est sur ça qu'on doit épiloguer. Comment est-ce que le peuple ivoirien va réagir? Est-ce qu'ils vont continuer à résister? Est-ce qu'ils vont continuer à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le quatrième mandat? C'est ça le plus important. Voilà. Mhm, mhm. Et quand vous dites que le plus important, le plus important reste à venir, à quoi faites-vous allusion? Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que la population doit faire maintenant? Mais Jacques, la population a commencé par dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce quatrième mandat. Et la population est très sûre que ça soit organisé ou pas, pour le peuple ivoirien, M. Ouattara ne doit plus être candidat. Donc, il peut se proclamer président, mais cette fois-ci, il n'est pas un président légitimé par son peuple. Et donc, on peut s'attendre à voir le peuple continuer à résister à la présidence de M. Ouattara. Et c'est ça qui peut encore entraîner de plus grands troubles. Jacques, vous savez que les 15 dernières années, le président Ouattara régnait par la peur. Il a régné par les intimidations. On a arrêté les gens. Mais jusque-là, ça n'a pas arrêté les jeunes gens. Le jour des élections, ils sont sortis encore. La veille, ils sont sortis. Il y a des quartiers à Yopougon où les gens ne pouvaient pas entrer. Pourtant, le gouvernement a déployé beaucoup de militaires et de policiers là-bas. Mais ça n'a effrayé personne. Et ça, c'est un signe fort que le peuple donne à M. Ouattara pour dire, nous ne voulons plus de toi. Nous sommes fatigués, il faut partir. Donc, ce à quoi je fais référence pour le futur, Jacques, c'est justement l'habilité, la capacité du peuple à continuer à résister à M. Ouattara, même quand on nous dira que les élections sont terminées. Et c'est ça qui va être très important et déterminant dans la prochaine gouvernance de M. Ouattara. Mais le problème que nous avons ici, c'est que ce n'est pas M. Ouattara seulement qui a accepté cette forfaiture du quatrième mandat. C'est plutôt la nation donc, du Nord, ses militants, ses parents qui étaient déjà prêts pour ce quatrième mandat. Qu'est-ce que cela vous fait de voir que une partie de la population n'a pas du tout encore accepté les vertus donc, de la démocratie, de l'alternance, qui veulent le pouvoir vaille que vaille, ils sont prêts à tout sacrifier pour rester au pouvoir. Vous les connaissez très bien, puisqu'à un moment donné, vous avez été un peu proche donc, de M. Ouattara. Je vais certainement avoir votre lecture par rapport à ça. Vous savez, Jacques, nos frères du Nord, ils sont aussi pris en otage comme les frères du Sud. Évidemment, ils ont légitimé un monsieur qu'ils ne connaissaient pas, comme beaucoup d'anciens militants du RDR qui ne connaissaient pas M. Ouattara sous l'angle on le voit, on le connaît aujourd'hui. Les frères du Nord, je ne pense pas qu'ils avaient le choix non plus. Je ne pense pas on leur ait donné la possibilité de dire non. Et quand c'est comme ça, Jacques, il faut jouer la sécurité. Les gens se disent, ça sert à quoi? Qu'on résiste, qu'on ne résiste pas, il va se proclamer président. Donc, ils ont certainement, je me dis, hein, ils ont dû jouer la carte de la sécurité pour ne pas qu'on les tue pour rien. C'est vrai qu'il y en a qui supportent M. Ouattara, mais nous savons qu'il y a beaucoup aujourd'hui, contrairement à 2011, 2015, qui ne sont plus avec M. Ouattara. Et nous devons encourager ceux-là parce qu'ils sont silencieux pour l'instant. Mais le moment viendra où ceux du Nord qui ne sont pas d'accord vont se joindre à leurs frères du Sud. Avant, on ne voyait pas de jeunes nordistes venir faire des vidéos pour dire à M. Ouattara, il faut partir. Mais aujourd'hui, on a des jeunes du Nord qui disent non, tu ne vas plus nous tromper. Non, on voit clair maintenant. Et ça, c'est une très grande avancée pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara ne fait plus peur comme il le faisait à l'époque. Maintenant, tout le monde peut s'exprimer. Malgré les lois bidons qu'il crée matin, midi, soir, les Ivoiriens n'ont plus peur. Ils continuent de s'exprimer. Et ça fait du bien. Maintenant, vous les connaissez. Les nordistes, ils ne vont pas changer de sitôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé sur la base de la charte du Nord. Et sur cette base de la charte du Nord, ils ont assis un pouvoir de rattrapage ethnique. Et ils ont accepté ça parce que ça les arrangeait. M. Ouattara a fait ça pour maîtriser, diviser les Ivoiriens.
Mais les nordistes en ont profité. Et donc, ils ont gardé le silence. Parce que eux, là où il y a l'argent, ils sont là-bas. Là où ils doivent profiter, ils sont là-bas. Là où ils doivent faire les kuchas, ils sont là-bas. Donc, ça ne les a pas gênés du tout. Mais croyez-moi, Jacques, dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent, ça va péter parce que M. Ouattara ne maîtrise plus la Côte d'Ivoire comme il le faisait avant. Alors, revenons donc au candidat que M. Ouattara a choisi lui-même de compétir. Vous avez toujours été critique, surtout avec mon ami et frère Jean-Louis Billon. Mais après coup, selon des informations, c'est que dans les bureaux de vote, il n'y avait pas du tout d'accesseurs. Selon vous, peut-on encore parler donc d'une opposition quand on n'a aucun représentant donc, dans les bureaux de vote, bien des candidats, aucun représentant dans les bureaux de vote, ou bien pas de représentant dans tous les bureaux de vote? Bon, mais Jacques, ces gens-là, je ne sais même pas pourquoi vous perdez votre temps sur eux. Hein. Depuis le jour où Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Awa Domelo, Blé Goudé Charles et cette dame que je ne connais même pas ont décidé de déposer leur candidature et de ne rien dire quand on les a retenus et qu'on a rejeté les candidats les plus légitimes, ils sont déjà morts politiquement. Donc, qu'ils aient des accesseurs ou pas, c'est comme un rôle au cinéma qu'on leur a donné. Je ne pense même pas que ça les dérange. Parce que je n'ai pas vu de sortie toute la journée d'aujourd'hui où Mme Simone Gbagbo a crié au scandale, ou bien M. Jean-Luc Bion s'est plaint que ses accesseurs n'ont pas droit au bureau ou qu'ils ne sont pas là-bas. À moins que vous en ayez vu, moi, je n'ai pas vu. Donc, ils sont venus jouer un rôle, Jacques. Ils ont joué leur rôle. Chacun a reçu ses 200 millions. Ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. M. Ouattara n'a qu'à aller se faire investir. Et puis, croyez-moi, ils l'ont déjà dit. Ils auront tous des postes ministériels. Peut-être que Mme Simone Gbagbo sera nommée Premier ministre de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Donc, c'est un deal qui est déjà fait. Moi, je ne les compte pas parce qu'ils sont politiquement morts. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'ils vont ressusciter dans le futur, mais pour aujourd'hui, ils ont tué leur carrière. Surtout Jean-Luc Billon, parce qu'il est encore très jeune. Selon vous, est-ce moralement acceptable qu'une prétendue opposition donc à M. Ouattara soit financée par l'argent du contribuable ou bien par l'argent du contribuable venant donc de M. Ouattara, puisque aucun texte donc de loi ne dit que le contribuable devait financer pour les candidats. Donc c'est comme M. Ouattara qui le fait. Est-ce que c'est moralement acceptable? Bon, Jacques, il n'y a plus de morale en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est moralement acceptable que tous les secteurs juteux de la Côte d'Ivoire soient détenus par la famille Ouattara? Est-ce que c'est moralement acceptable qu'on attende la veille des élections de 2025 pour faire monter le prix du cacao à 2800? Jacques, est-ce que c'est moralement acceptable qu'en Côte d'Ivoire, qu'on interdise à des Ivoiriens, je ne parle pas des candidats, Jacques, je parle des citoyens ivoiriens, on leur enlève le droit de voter pour leur candidat. Vous savez, quand on parle de cette histoire de rejet des candidatures, beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas seulement des candidats qui ont été rejetés, mais il y a une partie du peuple à qui on a enlevé le droit constitutionnel d'exprimer leur vote pour celui qu'ils aiment. C'est un crime, Jacques. C'est anti-moral. Mais M. Ouattara l'a fait sans sourciller. Donc, en Côte d'Ivoire, là, avec le RDR, il n'y a pas de morale. Depuis le jour où ils ont décidé qu'ils devaient faire un coup d'État et que même si le sang coule, ils doivent prendre le pouvoir, ils ne sont plus du côté de la morale. Quand on poursuit le député Assalé Thieboko simplement parce qu'il dit la vérité, il n'y a plus de morale dans le cœur de ces gens. Ils sont amoraux. On ne peut pas parler de morale avec le RHDP. Non, Jacques. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a rien de moral dedans. Il n'y a rien de juste dedans. Il n'y a rien de correct. Regardez le procureur de la République.
tout le cinéma qu'il a fait avant les élections, menaçant les gens parce qu'ils ont appelé M. Ouattara Ado, pendant que Ouattara même s'en va en campagne pour dire qu'il s'appelle Ado. Il n'y a rien de moral dans leurs histoires. Donc, ne cherchez pas la morale là-bas. C'est ce que je peux vous dire. À votre avis, est-ce que les partis politiques aujourd'hui traditionnels ont-ils donc abandonné donc leur base militante au profit donc d'accords de coulisses, le fait que M. Thiam ne soit pas Abidjan que nous connaissons, Laurent Gbagbo après son intervention dit qu'il s'en va donc à la retraite. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un peu abandonné donc leur base? Non, Jacques, non. Et c'est Laurent Gbagbo, il comprend qu'il y a une nouvelle génération qui doit prendre la relève. On doit lui donner cette opportunité. Il a assez lutté, hein, et c'est normal, il a vraiment lutté. Mais il ne faut pas demander au bon Dieu sa barbe, comme on dit. Laurent Gbagbo est un homme très fatigué. 80, 80, la prison, Jacques, ce n'est pas quelque chose de bien. c'est clair. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui sort d'une prison et qui a toutes ses capacités physiques. Même Nelson Mandela, dont on parle là, après 27 années en prison, Nelson Mandela est sorti très fatigué. Il n'a fait qu'un seul mandat, il est mort quelque temps après. C'est pour vous dire que ça. Donc, si M. Laurent Gbagbo réalise qu'il a assez lutté pour la Côte d'Ivoire, il est temps d'encourager les jeunes, ce serait une très bonne chose. M. Tidiane Thiam, c'est un cas différent. Il n'a pas d'autre choix que d'être là où il est, Jacques. Qui va garantir sa sécurité en Côte d'Ivoire? Il n'y a personne. Et puis, n'oubliez pas que Thiam n'a pas la position de Bédier. Il est président du PDCI, mais il n'a pas le legacy de Bédier. Par rapport à Bédier, Ouattara était un peu intimidé, malgré tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, avec ce PDCI-là, où il y a des corrompus, mais Tidiane Thiam n'est pas en sécurité. Parce que ceux qui ont trahi le PDCI sont encore là, Jacques. Jean-Luc Bion est sorti. Il est allé aux élections. Donc, pour tout le monde, c'est le premier trait contre le PDCI. Mais Kikaoué, il est toujours au sein du PDCI. Il encourage Jean-Luc Bion, mais il est toujours à toutes les réunions de Thiam. Il n'est pas en sécurité. Pour ma part, je pense. Donc, il n'a pas abandonné la base. Mais il faut protéger la tête. Parce que quand le chef tombe, tout le monde se disperse. Donc, moi, je pense qu'il faut jouer la sécurité et puis le futur nous dira ce qui va arriver. De toutes les façons, Tidiane Thiam, il est encore jeune. Ouattara fait 5 ans encore, il peut se réorganiser et puis revenir en force. Et pour les élections prochaines, je ne pense pas que M. Ouattara pourra tenir. Alors, une autre question où j'ai déjà, moi, donné mon point de vue par rapport aux différentes élections qui doivent se passer. Je demande à chaque candidat, chaque élément, chaque personne de prendre part, de ne pas du tout boycotter. Est-ce que c'est de votre avis? Oui, Jacques, je suis d'accord. D'ailleurs, vous vous rappelez, en 2000, le RDR avait fait cette erreur fatale, puisque le RDR avait boycotté les élections législatives et quand ils sont allés aux élections municipales, ils ont eu la majorité. Et ils ont regretté de n'avoir pas être allés aux élections législatives parce qu'effectivement, ils auraient eu la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui aurait vraiment facilité les choses et embêté M. Ouattara au lieu d'aller prendre les armes. Donc, boycotter les élections, ce n'est pas la solution. Moi, je pense qu'il faut que les partis politiques s'arment de courage pour pouvoir prendre l'Assemblée nationale. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. M. Ouattara a gagné les élections présidentielles. Du moins, il s'est proclamé président. Mais les autres peuvent aller aux législatives. Moi, je suis d'accord qu'ils aillent aux législatives. Parce que s'ils s'organisent bien, ils peuvent gagner. Oui, mais la question aussi, c'est Sarah, est-ce qu'ils doivent aller aux élections sans la révision de la liste électorale? M. Kubier nous avait dit que la loi dit qu'il y a une révision chaque année, mais on ne dit pas forcément avant les élections, donc présidentielles. Maintenant qu'on a fini des élections présidentielles, est-ce qu'ils doivent exiger la révision de la liste électorale, le redécoupage, avant d'aller aux élections?
Mais Jacques, ils n'ont même pas besoin de demander parce que M. Cubain nous avait dit qu'il n'avait pas assez de temps pour faire la révision avant les élections. Vous vous rappelez? C'est ça. Et qu'ils allaient faire la révision après les élections. Donc, normalement, l'opposition n'a même pas besoin de poser ce problème. Dès que M. Ouattara est intronisé président, pour ne pas dire investi, il doit penser à commencer la révision. Parce que ça, c'était le plan de Cuba. À moins que ce ne soit une sorte de tromperie encore de la part du RDR. Mais Jacques, entre nous, même s'il réclame la révision et que Cuba dit qu'il fait la révision, est-ce que l'opposition a le contrôle sur la liste finale? Dites-moi. Mm. C'est ça. Est-ce qu'ils pourront prouver que la nouvelle liste électorale est réelle et vraie? Mais peut-être au moins ça sera mieux peut-être que celle que nous avons maintenant, au moins. Oui, bon, ça sera juste une mise en scène. On va nous faire croire qu'on a fait la révision. On va enlever 2, 3, 4 noms et puis ils vont représenter la même liste. Écoutez, Jacques, le drame même, c'est quoi? Vous savez que les jeunes Ivoiriens, là, ils n'ont pas de carte d'identité. Hein? Mhm. Oui, mais si Tous c'est ceux qui Sarah, portent les noms si à c'est Caen, les noms du Sud, si c'est Sarah, est-ce que ça ne oui. sera pas encore une perte de temps, même si c'est une perte de temps utile? Monsieur Cubière a déjà dit qu'il n'y aura pas du tout de révision donc, de la liste électorale avant les élections législatives, alors que la loi le permet. Alors, où on se trouve dans cette situation? Il ne veut pas, la loi le permet, on fait comment? Bah, on lutte, eh, on continue à lutter. Mais le drame aujourd'hui, c'est quoi, Jacques? Mhm. On l'avait dénié. L'opposition a été divisée. Et elle s'est laissée distraire et tromper par M. Ouattara. Et ils se sont retournés les uns contre les autres. Le drame aujourd'hui, Jacques, c'est que quand M. Ouattara sera investi président, il n'y aura plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Mhm. Il n'y aura plus d'opposition. Celui qui va parler, il sera tué ou arrêté. Mhm. Tous ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, en tout cas, pour les 2 prochaines années, si Ouattara est président, il ferait mieux de rester d'abord en exil. Parce que personne ne pourra s'exprimer. Si Gbagbo Laurent se retire, c'est fini. Hein? Mhm. Ouattara va rester 5 années de dictature. Et croyez-moi, vous voyez une dame comme Picheri Balé retourner chez elle aujourd'hui? Mhm. Si M. Ouattara est proclamé président, Mhm. vous pensez que M. Assalé Tiemoko sera en sécurité si M. Ouattara est investi de tous les pouvoirs présidentiels? Donc, nous sommes dans une situation difficile, et pour l'opposition, et pour le peuple ivoirien. Alors, sister, il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent en ce moment. Que diriez-vous donc à des jeunes qui croient encore à la démocratie dans ce contexte? Je continue à croire, Jacques. Mais quand on croit en la démocratie et qu'on a le dos au mur, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Martin Luther King, il est mort pourquoi? Parce qu'il avait le dos au mur. Parce que toutes les lois étaient des lois raciales et il n'y avait pas d'avancée, d'espoir de changement. Mais il a lutté, ils ont marché. On les a tabassés la première fois. On les a arrêtés. Ils sont repartis encore à Birmingham. Tout le monde se rappelle l'histoire. Il faut continuer à lutter. Écoutez, on va perdre des frères, on va perdre des sœurs. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais il faut continuer à lutter. Il ne faut pas que ces jeunes gens se laissent décourager par ce qui va se passer. Parce que, croyez-moi, Jacques, la chasse aux sorcières va commencer dans les jours qui arrivent. Et ça sera terrible en Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara va commencer à mater tous ceux qui, un jour, ont dit un mot Non, contre non, son pouvoir. disons tous les chiens, tous les chiens. Voilà, tous les chiens. Maintenant qu'il a appelé les Ivoiriens des chiens, vous pensez que la vie d'un chien coûte quelque chose pour Ouattara? Quand on était encore humain, ça ne lui a rien dit. Ils ont joué ballon à la tête du petit tout seul. Donc c'est maintenant où on est devenu des chiens que Ouattara va s'occuper de notre... Non, non, non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut Hmm. pas que les jeunes Ivoiriens baissent les bras
on doit continuer la lutte. Moi, je vous donne la garantie, hein, Jacques, je m'étais retiré des débats politiques de Facebook, mais croyez-moi, si Ouattara est proclamé président, ça veut dire qu'à partir de maintenant, Sister Sarah est résistante officielle à 100% contre le pouvoir de M. Ouattara. Jusqu'au jour où il va partir. Hmm. Mais oui, parce que Si, on est mal barré là. On est très mal barré. j'ai une question pour vous, Sister Sarah. Euh, vous connaissez bien Madame Simone Gbagbo. Elle est la plus dure des dures, une dame qui s'est toujours battue pour des idéaux, même quand elle ne Mhm. va pas. C'est la dernière, on peut dire, mais la dernière même des Mohicans. Voir cette dame accepter de compétir et d'encourager M. Thiam, M. Ouattara à aller un quatrième mandat. Mais dites-moi si ce sera, qu'est-ce qui n'a pas marché là? C'est simple, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez, je ne sais vraiment pas ce qui n'a pas marché. Nous tous, on épilogue, hein. Et quand on écoute les frères ivoiriens, bon, certains pensent que Mme Simone Gbagbo a préféré lutter pour elle-même. C'est-à-dire, D'autres pensent que c'est une sorte de vengeance contre son mari à cause de la façon dont il l'a traité, il a divorcé, il a humilié publiquement, etc., etc. Mais quel que soit ce qu'on dira, Jacques, je pense que Mme Simone Gbagbo a fait une erreur politique. Voilà. C'est une très grosse erreur avec la position légendaire qu'elle a en Côte d'Ivoire. Ce qu'elle vient de faire là, c'est terrible. C'est terrible, c'est une grande trahison contre le peuple. On peut le justifier, on peut dire tout ce qu'on veut, mais elle nous a, en fait, elle nous a déçus. Voilà le mot. C'est dégoûtant ce qu'elle vient de faire. Parce que les Ivoiriens se sont offusqués à cause de la façon dont cette femme a été traitée. Quand Ouattara a pris le pouvoir, et donc on s'attend à les voir tous se mettre dans une posture anti-Ouattara. Même s'ils le font avec tact, mais ne pas aller jusqu'à ce point-là. Elle a vraiment franchi la ligne. C'est ce que je peux vous dire. hmm. Elle a franchi la ligne. Alors, c'est donc le samedi, on ne va pas tellement prendre votre temps, c'est Sarah, votre mot d'espoir ou bien de fin pour ceux qui vous écoutent en ce moment. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Bien sûr, merci. Mhm. Je dis merci à tous ceux qui encouragent Jacques dans son combat. Et puis, merci de nous suivre. Moi, je vous demande de partager ces émissions parce que ça va éveiller la conscience des Ivoiriens. On a tous vu comment le mot d'ordre, ce nouveau slogan qui a dit que Ouattara ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de Ouattara comme président. Ouattara va tomber. Ouattara va tomber. C'est psychologique et ça porte son fruit. Il faut continuer à résister et puis un jour, le soleil va briller pour la Côte d'Ivoire. Merci Jacques et Merci, bonsoir. merci beaucoup, Sister Sarah, et surtout bon week-end. Voilà, vous êtes donc toujours. Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de notre spéciale voilà, émission Jacques Roger Show. Sister Sarah était en ligne. Elle nous suit depuis son endroit, c'est justement dans l'État du Massachusetts. Ceux qui ne connaissent pas, c'est à Boston précisément. Merci beaucoup, Sister Sarah. Alors, je pense que nous sommes pratiquement un peu à la fin donc, de notre émission spéciale Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio, l'émission Bring the Ivorian Dream Back Again. Et nous disons fait quelque chose. Et je le répète, tous comme Sister Sarah, l'attitude, la réaction donc, de Mme Simone Gbagbo a surpris plus d'une personne. Parce que on peut attendre cela peut-être aux autres leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire, mais la dernière, c'est non Mme Simone Gbagbo. Et c'est toujours battu pour des valeurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand ils étaient déjà enfermés à la résidence, quand Laurent Gbagbo avait été bombardé, c'est la dernière qui ne voulait même pas que les gens se rendent qu'il y ait donc des négociations. Elle était persuadée qu'elles étaient dans la vérité, que l'armée donc du Seigneur, ou bien que le Seigneur était avec eux dans cette vérité, qu'il était hors de question donc de faire donc des concessions. Donc en somme,
L'intransigeance de Mme Simone Gbagbo a mis la Côte d'Ivoire dans la situation dans laquelle elle était sans le vouloir, mais parce qu'elle avait raison. Elle a été claire. Nous avons été attaqués par une armée qui disait qu'il venait donc défendre M. Ouattara, représenter M. Ouattara, créer des conditions pour que M. Ouattara soit candidat, et que M. Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait, n'a fait que se défendre. Et trouver la Côte d'Ivoire dans une telle situation, elle n'était pas du tout d'accord. Donc, elle a refusé que M. Laurent Gbagbo fasse des deals ou bien des concessions. Et aujourd'hui, voir Mme Simone Gbagbo dans une telle situation, en guillemets, accompagner Ouattara, parce qu'au départ, je ne voulais pas dire accompagner Ouattara, dans la mesure où je me dis qu'elle avait le droit aussi d'être candidate. Mais aujourd'hui, le fait donc de savoir que les gens n'avaient pas du tout de représentants donc, dans les bureaux de vote, cela a fait changer mon point de vue. C'est-à-dire, en ce moment, ils se sont présentés pour quoi? Distraire le peuple, accompagner M. Ouattara à un quatrième mandat. It's not really good. It's not good. Et ce n'est pas intéressant qu'on se retrouve dans cette situation. Ça devient réellement une trahison. Et en plus, on ne nous dit pas combien ils ont reçu. Normalement, c'est l'argent donc des contribuables. C'est quelque chose qui devait être public. Pourquoi, pour le moment, il y a l'opacité totale autour de l'argent qu'ils ont reçu? Si demain on apprend qu'ils ont reçu de l'argent, ça ne serait pas donc de la corruption. Et ceux qui diront qu'ils se sont fait racheter, est-ce qu'ils n'auront pas du tout raison? Voilà, cher ami, donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ça fait bientôt donc 1h30, 1h40 que nous sommes donc à l'émission. L'émission était prévue pour 45 minutes. On a pratiquement fait le double. Alors, rendez-vous pour notre émission encore donc demain. En fonction donc de l'actualité, nous serons donc en live pour vous entretenir. Et puis, il n'y aura pas de suspense. Monsieur Ouattara a gagné. Le seul suspense de savoir combien de pourcents. Entre 80, 90, 95. Bon, je ne sais pas. Mais je serais surpris si M. Ouattara l'emporte en dessous des 80%. Yeah. Je serais très surpris. Alors, merci beaucoup, cher ami, et puis surtout rendez-vous pour une autre émission de Jacques Roger Show demain. Et portez-vous bien. Bon week-end. Du côté donc d'Abidjan, je pense qu'il est bientôt minuit, c'est bien ça? Du côté de Paris, bientôt 2 heures du matin, c'est ça. Et puis chez nous, bientôt 20 heures. Au revoir et bon week-end. Talk to you tomorrow. OK, au revoir.